présentation. Donc, celle-ci. Share en grand. Je vais vous passer pour voir quand même les autres. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça, c'est le dossier au complet. Là, la première présentation du mois dernier, c'était sur l'impact environnemental. Puis là, aujourd'hui, on est vraiment sur la partie impact social. Ce qu'on va voir, c'est les 4 points qui sont là, l'économie circulaire, qu'est-ce que les critères ESG, qu'est-ce que les critères RSE. Puis une autre façon aussi d'améliorer son impact social, c'est calculer le bien-être au travail. On a un indice spécifique au Québec là, qu'on mesure, fait que je vais vous le présenter. Puis surtout la partie qui a lieu, qui a un lien avec les entreprises. Puis à la fin, j'ai toujours des outils ou des ressources là, qui sont en lien, là, que je présente pour les gens qui veulent aller plus loin sur vos sujets d'intérêt. Donc, voilà, on part. Premier point, économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un gros morceau du développement durable. Je l'ai mis dans cette partie-là parce que j'avais déjà beaucoup de choses à présenter dans l'autre. En soi, ça pourrait être un dossier au complet où on parle d'économie circulaire. Là, ici, c'est vraiment un survol pour avoir une idée un peu de qu'est-ce qui se passe au Québec, puis des exemples. J'ai mis beaucoup d'exemples dans des domaines très divers là, qui vont vous permettre de vous présenter qu'est-ce qu'il y en a un petit peu, puis donner des idées. Donc, on part tout le temps avec un petit peu d'informations générales juste pour mettre tout le monde à niveau sur l'économie circulaire. Rapport de 2023 qui dit qu'à l'échelle mondiale, c'est seulement 7,2 de l'ensemble des ressources qui sont extraites qui vont être remises en circulation. Donc, qui vont être en économie circulaire. Quand on parle des données au Québec, on est plus bas que ça, on est à 3,5 des données de Recyc Québec. Petite définition, qu'est l'économie circulaire? Une approche économique qui vise à optimiser l'utilisation des ressources en favorisant la réutilisation, la valorisation, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, ce n'est pas que de l'empreinte environnementale. Il y a une grosse partie d'impact sur les sociétés, d'impact sur la communauté dans laquelle l'organisme est établi aussi, qui a un lien avec l'économie circulaire. Au Québec, les joueurs principaux de l'industrie, c'est les suivants. Ils sont classés par catégorie d'action. Donc, vous avez ceux qui sont dans plus des pôles d'économie circulaire. Vous avez à gauche ceux qui touchent la communication, à droite ceux qui touchent davantage la réglementation, puis ceux qui sont davantage sur la mise en œuvre en bas. Là. Donc, il y en a qui se recoupent, qui touchent plusieurs secteurs, mais ça vous donne un peu une idée là, qui sont les joueurs actuellement en économie circulaire. C'est quelque chose qui est quand même assez récent. Au Québec, on n'est pas super en avance en développement d'économie circulaire. Vous avez vu, on est quand même la moitié en retard sur le développement de l'économie mondiale de 7 à 3,5 %. Donc, ça commence. Ça veut juste dire qu'on est dans les balbutiements puis qu'on a beaucoup à apprendre des autres pays, comment ils font puis comment on peut bénéficier de leurs meilleures pratiques. Il y a 5 modèles. Ben, il y en a plusieurs, là, mais les plus reconnus là, qui ont classé les différents modèles d'entreprise d'économie circulaire, c'est 5. Vous avez en premier des plateformes de partage où est-ce qu'on va utiliser surtout toutes les ressources, puis entre plusieurs utilisateurs. Donc, on va partager des ressources entre différentes personnes qui en ont besoin. Un deuxième modèle, c'est l'économie de fonctionnement où est-ce qu'on va acheter un service ou un résultat plutôt qu'un produit en tant que tel. Un exemple, ça serait une entreprise. Avant, on achetait une imprimante pour le bureau, puis on était responsable de faire l'entretien de l'imprimante. Quand elle était plus bonne, bien, on la jette, on en rachète un autre. Il y a des services maintenant où est-ce qu'il y a un autre organisme qui reste propriétaire de l'imprimante. Xerox reste propriétaire de son imprimante. Ils vous louent l'imprimante, puis vous payez au nombre de pages que vous imprimez. Puis c'est eux qui font l'entretien. Quand elle est plus bonne, c'est eux qui vont s'occuper de la recycler en espérant, ou puis de vous en renvoyer une nouvelle qui va être plus à jour puis qui va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment une économie de fonctionnalité. Ensuite, prolonger la durée de vie des produits, bien ça, c'est juste de réparer nos produits, les réusiner ou les revendre si on n'en a plus besoin. Quatrième modèle, c'est de l'approvisionnement circulaire. Donc là, on va utiliser des ressources renouvelables, recyclables ou qui sont biosourcées. Dernier modèle, récupération des ressources. Donc là, on va réutiliser des ressources à nouveau plutôt que de repartir de zéro puis d'aller chercher des matériaux pour reconstruire
un nouveau produit au complet. Au Québec, on a divisé ça en 12 stratégies d'économie circulaire. Chacun des bullet points que vous voyez, c'est une des stratégies. Je vais vous les décortiquer un petit peu plus dans les 2 slides suivantes. C'est les mêmes, là. Au Québec, on a mis 5 modèles d'affaires on a mis 4 modèles d'affaires plutôt que 5, là, mais ça se recoupe, vous allez voir, donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc, le premier modèle, nous, comme je vous disais, ça se recoupe, là, c'est 4, là, donc repenser pour réduire la consommation des ressources. Une première stratégie pour ça, ça va être l'éco-conception. Donc, là, dès la conception, on va tout de suite penser à tous les impacts que notre produit va avoir durant l'ensemble de son cycle de vie. Ensuite, consommation et approvisionnement responsable. Bien là, on va intégrer la responsabilité sociale dans nos processus d'achat, dans notre chaîne d'approvisionnement au complet. Je m'excuse. Optimisation des opérations. Bien là, l'idée, c'est de réduire la consommation des matières premières qu'on va faire pour diminuer les ressources qu'on va utiliser dans notre système. Deuxième catégorie, utiliser nos produits plus fréquemment. Bien là, souvent, on va avoir une économie qui peut être collaborative. Donc, on peut avoir soit de l'utilisation partagée entre plusieurs utilisateurs d'un même produit, ou ça peut être du troc, la production collaborative aussi, ça, c'est des exemples. De la location à court terme, si on a besoin d'un produit ou d'un service seulement pour une durée de temps, bien, plutôt que de l'acheter, on peut le louer à court terme pour qu'il puisse être réutilisé ensuite par d'autres. Prolonger la durée de vie des produits et des composantes, bien, entretien, réparation, de toute évidence, faire un don ou de la revente quand on n'en a plus besoin, remettre à neuf le produit, reconditionner. Et économie de fonctionnalité, ça, c'est privilégier la vente de l'usage du produit plutôt que le produit lui-même. C'est l'exemple de l'imprimante là, que je vous disais au début. Puis, dernière catégorie qu'on a mis au Québec pour les 12 stratégies, là, donner une nouvelle vie aux ressources. Donc là, il va y avoir de l'écologie industrielle qui est dans ces stratégies-là. C'est de l'échange de matières. On va parler souvent de sous-produits. Les rejets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre entreprise. Le recyclage et compostage. Puis la valorisation, où est-ce qu'on essaie de ne pas faire d'élimination. On va essayer de reprendre là, des matières résiduelles, des produits utiles ou de l'énergie avec ce qui nous reste comme déchets. Je vous ai mis ici un petit modèle, s'il y en a parmi vous qui ont l'intention d'implanter une initiative d'économie circulaire, que ce soit dans une entreprise ou dans une communauté, là. C'est un modèle en 7 étapes pour élaborer une initiative. Là. Ça se ressemble tout le temps là, quand on implante des projets. Là. Donc, choisir un domaine d'intérêt, rassembler les partenaires, les collaborateurs autour de nous qui ont le même intérêt ou qui auraient la possibilité de réutiliser nos intrants ou nos extrants. Recherche, collecte de données, élaborer une vision, lancer un pilote, évaluer, ajuster, puis élargir le projet, puis aller vraiment par petites bouchées d'éléphant. Des exemples. Donc, là, j'ai mis, vous allez voir, là, c'est des exemples là, vraiment dans différents domaines. Là, fait qu'il y en a sûrement certains qui vont vous toucher davantage que d'autres. Ici, c'est la ville de Chapais qui a implanté ça avec... c'est une entreprise mono-industrielle, une grosse usine de sciage là, qui fait rouler tout l'ensemble de l'entreprise. Donc, la communauté d'affaires a décidé de cibler des projets clés pour implanter l'économie circulaire chez eux. Donc, il y a des exemples ici là, de ce qu'ils ont fait. Donc, la station énergétique locale va utiliser des sous-produits de la sylviculture pour produire de l'électricité. La vapeur qui est produite à ce moment-là va être transférée à une serre locale qui cultive des fraises, ainsi qu'à un fabricant d'huile essentielle. Puis, le fabricant d'huile essentielle, lui, utilise aussi les sous-produits de la sylviculture pour ses produits. Puis renvoie ses propres déchets au début à la station énergétique locale pour que ces déchets soient transformés en combustible. Donc, ça vous donne déjà un exemple à petite échelle dans une communauté avec une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire autour comme modèle d'affaires en économie circulaire. Un autre ici, c'est davantage à l'échelle municipale. C'est une bibliothèque en Ontario qui y avait des grands travaux de rénovation. Ils ont fermé pendant 2 ans. Puis, il y avait énormément de changements à faire, là, du matériel qui aurait plus besoin, des étagères, des tables, des chaises, etc. Puis, l'idée de ce projet-là, c'était d'essayer qu'il y ait le moins de matériaux possible qui soient envoyés au site d'enfouissement.
Donc, ils se sont pratiqués avec ce projet-là. Ils ont décidé d'implanter les solutions qui ont mis en place une balance industrielle qui pesait toutes les matières détournées avant de quitter le chantier. C'est la façon qu'ils ont décidé de calculer les KPI du projet puis à quel point ils avaient réussi. Donc, c'était par poids. Puis là, il y avait des catégories, là, qu'est-ce qui sort de papier, qu'est-ce qui sort de livre, qu'est-ce qui sort de bois, qu'est-ce qui sort de, etc. Puis, avec les données en début puis en fin du projet, ils ont pu faire des infographies qui leur ont servi à présenter à la population c'était quoi, à quel point ils avaient réussi à détourner des matières de l'enfouissement avec un projet qui pourrait éventuellement donner le goût à d'autres d'essayer. Il y avait aussi un système, la ville avait déjà un système informatique là, de produits excédentaires qu'ils mettaient en ligne pour pouvoir repartager avec d'autres organismes. Donc là, ils ont poussé au maximum ce système-là pour mettre en ligne tout ce qu'il y avait comme article qui pouvait, sans même être déconstruit, là, juste des chaises, des bureaux que d'autres organismes pourraient avoir besoin ou d'autres entreprises pourraient avoir de besoin pour maximiser la réutilisation plutôt que de déconstruire puis d'envoyer en valorisation énergétique. Il y a un gros mouvement, vous avez sûrement vu beaucoup de choses là-dessus, là, de déconstruction plutôt que de démolition. L'année passée, là, il y a le Lab Construction là, justement qui a sorti l'ensemble de ses résultats sur tous les travaux qu'il avait fait avec plein de projets pilotes à la grandeur du Québec. Donc, je vous en présente un ici. C'est un éco-tri sur chantier qui a eu lieu à Bromont. À Bromont, ben, dans la MRC au complet, là, pratiquement 100% de tous les résidus de CRD, là, construction, rénovation, démolition, s'en vont au site d'enfouissement. Donc, l'idée, c'était d'essayer de détourner davantage. Sauf que Recyc Québec finance juste, il y a des subventions là, pour créer des centres de tri, mais à ce moment-là, il était juste accessible aux gros centres de tri mécanisés là, qui coûtaient des millions de dollars. Puis là, c'est l'entreprise Transport des Ourdis qui, eux, c'est une entreprise qui amenait des containers sur les sites de démolition, puis qui repartait avec les containers pour les envoyer au centre d'enfouissement. Puis ils se disaient, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il y a tellement de choses là-dedans qu'on pourrait utiliser. Fait que c'est cette entreprise-là qui a décidé qu'il voulait faire la démonstration à Recyc Québec que ces subventions devaient aussi être accessibles à d'autres, à des plus petits. Donc, l'idée, c'était de démontrer qu'il était possible de détourner jusqu'à 70% des CRD sans mécanisation importante, puis donc, ils étaient capables d'avoir leur subvention. Il y a 14 entreprises de Bromont qui ont participé sur 29 chantiers pendant un horizon de 6 mois. C'était des projets surtout de construction résidentielle, mais il y avait aussi du commercial puis de l'industriel. Et ben, l'idée de Transport des Ourdis, c'était de faire un projet pilote où est-ce les entrepreneurs auraient toutes clés en main. Donc, au lieu de juste amener un contenu puis on met tous les déchets, Transport des Ourdis s'est dit, si tu participes à mon projet, moi, je vais t'amener tous les différents containers, je vais t'amener les affiches, je vais t'amener l'explication, je vais te faire la formation à tes employés quand ils vont aller déconstruire. Il y avait même une ligne téléphonique 24/7, là, s'ils étaient devant un produit qu'ils ne savaient pas où mettre, quoi faire avec. Ils pouvaient appeler directement, puis eux, ils géraient ça. Ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait beaucoup de produits de déconstruction qui étaient contaminés parce que les gens, ils mettaient des déchets là-dedans de leur lunch ou de n'importe quoi, là. Donc, la ville de Bromont a fourni les bacs bleus, bruns et noirs qu'ils ont mis juste à côté pour arrêter de contaminer les déchets de CRD avec les déchets domestiques. Puis, ils ont mis un centre de tri temporaire aussi parce que sur le chantier, ils n'arrivaient pas à tout trier. Donc, il y avait un tri secondaire qui avait été fait en collaboration avec un organisme dans la région là, de jeunes adultes avec des limitations fonctionnelles qui, eux, faisaient le tri secondaire sous c'est comme un énorme abri tempo gonflable, là. Résultat, réduction des CRD envoyés à l'enfouissement de 75%, 80% pour les constructions neuves. Leur objectif, c'était 70, donc ils l'ont atteint. Puis, quand ils ont arrêté le projet pilote, les entrepreneurs, ils ont dit à Transport des Ourdis, tu ne peux pas arrêter. Moi, c'est rendu un argument de vente, là. Les gens font affaire avec moi pour déconstruire leur maison parce que moi, j'ai une empreinte verte. J'ai un impact social dans ma société. Les gens veulent contribuer. Donc, ils ont dû trouver une façon de faire entre la fin du projet pilote puis continuer le projet quand même. Bonne nouvelle, ils ont eu leur subvention. Il y a 2 semaines, le 7 mars, j'ai vu dans le journal qu'ils ont réussi à ouvrir le centre de tri permanent a été subventionné. Ils l'ont construit à l'automne, à l'hiver, puis il a été ouvert officiellement là, il y a 2 semaines. Donc, un beau projet qui a fonctionné. Dans un autre
Ordre d'idée complètement, on a beaucoup de petites entreprises d'industrie agroalimentaire au Québec. Donc, je trouve ça intéressant de vous montrer. C'est un projet en Suède pour des petits fruits. Puis là, je vais vous montrer les vidéos. Il va falloir que j'arrête le partage pour pouvoir changer l'écran par contre. Ça ne sera pas long. Je vous partage avec le son pour la vidéo. Voilà, un grand écran. Sweden is known for its wild berries. But despite the long history of berry picking, finding berries in the vast forest of northern Sweden is not so easy. In fact, only 5 to 10% of these berries are picked each year. The berries are now mostly picked and sorted by foreign laborers, brought to Sweden only for these tasks. Most of these berries are then shipped out of the country and processed elsewhere. Berry extracts can even be used for high-value cosmetic products. Hence, there is plenty of room for the local wild berry industry to grow. This means local businesses could step in and further valorize this traditional local food. The research institute RISE has developed and is improving an app to find spots with high berry yields, aiming to increase local picking. And work with local berry processors is creating regional intermediate value chains. This improves social cohesion and expands appreciation and use of local berries in Sweden. Do you want to be involved in... Voilà. Donc, je vais vous le laisser comme ça, là, parce que sinon, il va falloir que je joue back and forth entre le PowerPoint, là. Désolée pour leur anglais, mais leur anglais est meilleur que notre suédois, donc on comprend quand même bien. L'idée, c'est que c'est un organisme qui voyait une opportunité dans un secteur en particulier. Ils ont développé une application web pour identifier les endroits où est-ce qu'il y avait le plus haut de rendement de baies dans leur région pour encourager la population locale à aller les cueillir. Ils ont aussi développé des entreprises locales de nettoyage et de tri des baies pour que ça facilite le développement d'entreprises qui, eux, feraient de la transformation de ces produits-là. Puis, ils ont organisé un festival aussi social des baies pour pouvoir faire la promotion des produits locaux qui seraient créés avec ça. Ils ont fait des ateliers, ils ont fait un food hack à l'international pour tester toutes les idées qu'il y avait puis les améliorer. Donc, ça a vraiment permis là, de développer un peu plus cette industrie-là, puis de soutenir des entreprises pour que les produits restent, soient cueillis davantage ici, puis qu'ils restent ici une fois qu'ils soient cueillis. Une autre vidéo que je voulais vous montrer, c'est toujours dans l'industrie alimentaire, mais là, c'est au niveau de l'équipement. Donc, c'est la Belgique. Il est en anglais aussi, malheureusement, celui-là. Selon moi, avec l'accent qu'il y a, ça devait être plus des Flamands que des Français. Je vous le parle. Local high-quality products could be easily available and affordable if local producers had proper packaging equipment. Manual packaging can use unsustainable containers, take a long time, and produce only small quantities at high prices. Sharing packaging machines is a cost-effective solution, but smaller producers often don't have power to use a machine when they need it, and shared machines are often not of a high hygienic standard. For example, poor quality during packaging can cause food contamination and spoilage. Since monitoring air quality is not standardized, producers often use extra heat treatments to prevent contamination, and this can change food quality. In Belgium, an innovative mobile and shareable packaging machine for liquids and viscous foods is being developed. This will help small producers upscale and become part of intermediate value chains. Voilà. Donc, désolée, je vous ramène dans mon PowerPoint, back and forth. C'est celle-là ici. Share.
Et là, on est rendu ici. Donc, ce projet-là, en fait, c'est de l'économie, c'est du partage d'équipements. Des TPE, des PME qui ne sont pas capables de se payer un gros équipement par eux-mêmes. Donc, ils en ont développé un qui pourrait servir à plusieurs. Donc, c'est une machine d'emballage mobile qui se promène d'une entreprise à l'autre puis qui est flexible. Qui avait aussi un souci là, d'être capable de faire de l'emballage durable parce que souvent, pour les plus petits, les entreprises locales, le fait que c'est durable aussi, ça va être un gros avantage par rapport aux plus grandes compagnies. Donc là, c'était ici vraiment du partage d'équipements. Ce projet-là, c'est un institut de recherche là, qui l'a développé pour les entreprises. Ils se sont concentrés sur des produits de légumes et de fruits, mais en réalité, il pourrait être aussi, disait, s'étendre au secteur laitier. Donc, il y a d'autres possibilités là, en agroalimentaire pour ça. Et un dernier petit exemple, encore complètement ailleurs, c'est mon dernier point sur l'économie circulaire. Après ça, on passe aux autres points. Donc, ville de Guelph, comté de Wellington, qui voulait créer la première économie alimentaire circulaire moderne au Canada avec leur initiative Our Food Future. Donc, leur objectif, c'était d'augmenter de 50 l'accès à des aliments abordables et nutritifs dans leur région, créer 50 nouvelles entreprises alimentaires sociale circulaire, puis obtenir une augmentation de 50 des revenus tirés de la gestion des matières résiduelles avec une meilleure optimisation. Donc, ils ont mis leurs idées à l'essai avec un laboratoire urbain-rural. Ils ont aussi implanté un réseau d'innovation avec beaucoup de partenaires, avec une plateforme web pour pouvoir mettre des liens, que les gens puissent collaborer puis voir c'est quoi leurs problématiques, puis qui aurait des solutions, qui ont les mêmes problématiques. Ils ont aussi rédigé un guide qui décrit les meilleures pratiques puis les meilleurs outils qu'ils ont utilisés pour faire ça pour d'autres municipalités qui voudraient faire la même chose dans leur région. Donc, quelques résultats. Réseau de 49 organisations partenaires, 955 parties prenantes. 14 nouveaux produits et services ont été créés à partir de matières résiduelles qui ont été valorisées, qui étaient juste perdues dans la chaîne, puis que là, il est devenu les intrants d'autres entreprises. 181 entreprises ayant établi des pratiques circulaires ou ayant élargi ce qu'ils avaient commencé à faire à plus petite échelle. Donc, des retombées quand même intéressantes pour la région. OK, deuxième point de la présentation aujourd'hui sur améliorer son impact social dans un cadre de développement durable. Vous avez sûrement déjà entendu parler des critères ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ceux-là ont été développés pour aider, en fait, à la base, c'était pour les investisseurs en bourse, là, pour aider à identifier quelles entreprises ont le développement durable à cœur. Donc, on avait mis ce critère-là pour pouvoir avoir un genre de KPI, là, de mesurer les impacts ESG. Mais quand on parle d'impact social, c'est le S dans ESG. Donc, on parle de quoi? On parle de santé et sécurité au travail. On parle de normes du travail. On parle de diversité et inclusion, ce qu'ils n'ont plus aux États-Unis. Et on parle de développement communautaire où l'entreprise est établie, où ses activités sont établies, donc l'impact qu'elle peut avoir sur sa communauté. Pourquoi on fait ça? C'est quoi les bénéfices d'avoir des KPI là, qui nous aident à améliorer ça? Bien, on améliore la résilience complète de l'entreprise. On va améliorer l'engagement aussi de nos employés, de nos partenaires, de nos fournisseurs, parce qu'il y a un petit peu plus... vous allez voir, là, ça a un impact sur la motivation des gens quand ils voient les impacts sociaux qu'ils ont dans leur communauté. On atténue les risques face aux événements imprévus. On est un peu plus solide dans notre chaîne ou notre réputation. On va valoriser son image aussi en tant que marque employeur, fidéliser, attirer de nouveaux talents. Puis on a aussi accès à du financement durable. Il y a des programmes d'aide de financement qui sont accessibles seulement à ceux qui ont soit des critères ESG en place ou d'autres points, là, les suivants que je vais vous montrer, la RSE ou le calcul du bien-être. Il y a des programmes sociaux qui sont dédiés à ça. Puis quand on commence à faire ça, on a soudainement accès à un peu plus de programmes que je vous ai mis, je pense, aussi à la fin. Comment on mesure notre impact? On peut produire soit carrément un rapport ESG qui existe déjà. On peut avoir juste des KPI spécifiques sur les points qu'on essaie d'améliorer. Taux d'absentéisme, pourcentage d'employés qui participent à des programmes de formation, niveau de diversité dans nos équipes, etc. Là, on peut vraiment cibler 1, 2, 3 trucs sur lesquels on veut travailler puis les mesurer.
On peut demander à un organisme externe de faire une évaluation ou on peut carrément obtenir une norme de certification qui prend en compte ça, telle que B Corp, ISO 26000 aussi qui fait ça. De quoi on parle quand on parle de critères sociaux appliqués à l'entreprise exactement? Dans le concret, là, chez vous, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va parler de comment est-ce que vous gérez la gestion, comment vous gérez les relations avec vos employés. Donc là, ça va être quoi vos politiques de recrutement, vos politiques de développement? Est-ce que vous avez des choses pour faire l'amélioration de conditions de travail? Est-ce qu'il y a l'égalité des chances? Est-ce que vous prenez en compte la diversité, l'inclusion, etc. Un autre point, impact sur la communauté. Donc, évaluer comment votre entreprise ou votre organisme interagit avec les communautés locales. Est-ce que vous soutenez des œuvres caritatives? Est-ce que vous avez de la gestion de relations avec les parties prenantes, avec la gestion des risques sociaux, etc.? Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ici, on va voir comment vous gérez vos achats, comment vous choisissez vos fournisseurs. Est-ce qu'il y a des impacts sociaux, des critères sociaux dans vos choix de fournisseurs? On peut parler aussi d'impact sur les produits et services. Donc, là, vous allez analyser l'impact de la santé et de la sécurité de vos produits sur vos consommateurs. Est-ce que vos produits sont plus durables? Est-ce que vous êtes éthique dans votre marketing? Est-ce que vous êtes transparent dans votre communication? Tout ça, c'est des critères sociaux qui vous permettent d'avoir un meilleur impact social dans le terme plus grand du développement durable. Engagement des actionnaires et des parties prenantes aussi, c'est un point important. Un petit exemple ici, dans ce cas-ci, c'est une ville, c'est Vancouver 2019. Qui a décidé, c'est une des premières villes là, qui a décidé de se doter d'une stratégie d'approvisionnement social. Dans la même année, dès que la ville a implanté cette stratégie-là, les fournisseurs ont suivi. Tous ceux qui avaient des contrats publics avec la ville ont ajusté. Donc, ça a eu rapidement un impact là, sur la communauté. Donc, il y avait deux objectifs. C'était de viser à favoriser la réconciliation, l'inclusion, l'équité et la diversité avec des populations qui avaient été sous-représentées dans leur contrat. Là. Fait qu'ils ont décidé, OK, on veut mettre à niveau ce qu'on fait puis redonner un petit push aux autres. Puis, ils ont identifié aussi des entreprises sociales ou des entreprises qui avaient, des organismes qui faisaient preuve de leadership en termes de social ou de diversité. Puis, on dit ça, c'est des genres de leaders qu'on veut mettre de l'avant. Donc, on veut les encourager davantage que les autres. Donc, ils ont eu plusieurs façons de faire ça. Les deux principaux, là, c'est selon les contrats qu'ils accordaient, les petits contrats sont devenus sous invitation à soumissionner. Puis, c'était que les fournisseurs qui avaient été identifiés comme leaders dans le social, dans la diversité, dans l'inclusion, etc., qui pouvaient soumissionner. Puis, pour les moyens puis gros contrats, dans leur évaluation des différentes offres de services, ils ont intégré des critères sociaux et de durabilité, de politique de diversité aussi. Puis, ils ont mis une bonne pondération là, pour pouvoir choisir ceux qui avaient, ça donnait un bon impact là, si votre entreprise avait ça déjà d'impliqué. Comme je vous disais, ben, ça a bien fonctionné parce que tout de suite, dans la même année, là, tout le monde s'est ajusté, tout le monde a intégré des politiques de diversité, tout le monde a intégré un peu plus de durabilité, tout le monde s'est ajusté pour répondre aux nouveaux critères de la ville. Donc, il y a un impact quand même assez rapide et important pour Vancouver. Une autre façon, au lieu de ESG, c'est RSE, responsabilité sociale des entreprises. Je vous disais, les ESG, ça avait été mis à la base pour les investisseurs en bourse pour qu'on soit capable de les évaluer. La RSE, à la base, l'idée, c'est d'améliorer sa réputation d'entreprise au-delà de ses activités pures. Donc, ça se recoupe un peu, là. Habituellement, ça, c'est pour des plus grandes entreprises, mais ça vous donne quand même une idée là, de qu'est-ce qui existe, puis décortiquer les différents termes. Donc, l'idée, là, ça va exiger là, la RSE que les propriétaires vont prendre en compte l'incidence environnementale et sociale de leurs décisions sur leur communauté. Comme je vous disais, c'est souvent des très grandes entreprises là, qui vont mettre en place de la RSE. C'est un peu plus complexe, mais les petites entreprises peuvent quand même s'inspirer des idées puis de voir comment on pourrait faire des plus petites initiatives à plus petites échelles dans le même domaine. Là. Je vous l'ai décortiqué à l'échelle humaine de PME. Donc, exemple d'action d'intégration de la RSE. Vous allez voir, ça se recoupe quand même, mais il y a un peu plus d'environnement dans la RSE que dans le ESG, dans le S de ESG.
Dons et commandites. Donc, est-ce qu'il y a des causes qui sont importantes, soit pour votre entreprise, soit pour vos employés que vous appuyez? Ça peut être de mettre en place des initiatives opérationnelles liées à l'environnement. Si vous décidez de réduire votre empreinte carbone, de réduire le gaspillage, ça va avoir un impact sur votre rapport RSE. Ça peut être aussi des initiatives qui vont être liées à la société. Donc, vous décidez d'acheter auprès de fournisseurs qui vont être issus de la diversité, des fournisseurs qui vont être locaux, etc. Vous allez consulter vos parties prenantes dans la communauté avant de prendre des décisions qui risquent de les impacter, les intégrer au processus de décision de l'entreprise privée, renforcer la diversité, équité, inclusion sur le lieu de travail, mettre en place un code de conduite ou d'éthique aussi, ça, c'est une bonne façon de faire. Celui-là, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail, c'est qu'est-ce que c'est un code d'éthique, qu'est-ce qu'on met là-dedans. Puis, ça peut être aller plus loin, transformation stratégique au complet. Donc, là, vous transformez votre modèle d'affaires pour dire que les objectifs sociaux et environnementaux ou environnementaux de votre entreprise deviennent une priorité. Puis, tout votre modèle d'affaires est établi autour de ça. Là. Ça, c'est next level, là, c'est pour les plus aguerris. Calculer le bien-être au travail. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne façon d'avoir un impact social chez vous. Au Québec, on a ce qu'on appelle l'indicateur de bien-être. Vous allez voir dans la prochaine slide, c'est une roue, là, puis là, vous voyez tous les impacts de comment on calcule le bien-être de façon générale au Québec. Là, je vous ai ressorti les 4 axes qui touchent les entreprises, puis en quoi ça consiste. Donc, premier axe, ça va être l'axe technologique. On va se servir ici, par exemple, de robots collaboratifs pour diminuer les tâches plates ou dangereuses à vos employés. Des outils d'aide à la décision en IA ou juste en système là, de calcul de risque pour aider vos entreprises à diminuer le stress dans leur prise de décision. Ça peut être d'implanter une culture d'apprentissage avec beaucoup de formation qui va favoriser le développement personnel de vos employés aussi. Un autre point, les ressources humaines, santé mentale, santé physique, les deux sont reliés. Ça peut être d'avoir des programmes PAE, programmes d'aide aux employés. Former vos gestionnaires à détecter le stress ou détecter les burn-out pour les prendre avant que ce soit trop tard. Santé financière aussi, c'est santé physique, santé mentale, santé financière, c'est relié beaucoup avec le niveau de stress. Vous pouvez soutenir des systèmes de récompense individuels aussi, là, ça peut être une bonne façon au niveau des ressources humaines pour le bien-être au travail. Troisième axe, là, vous voyez, vous avez la roue à droite là, sur tous les points pour calculer de façon générale le bien-être d'un Québécois. Là. Mais le troisième axe qui est relié directement aux entreprises, ça va être le niveau du développement durable. C'est là que je vous disais, le bien-être est lié au sentiment d'utilité et à l'impact positif de son environnement d'un de vos employés. Donc, ça va aussi avoir, si vous faites de l'impact social en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisme, vos employés vont se sentir mieux, puis ils vont sentir qu'ils ont la pyramide de Maslow, là, en réalité, là, qui ont une contribution, un engagement, puis qui ont un vrai impact dans la société, qui font partie de la solution, puis d'améliorer le tout. Donc, vous pouvez mettre en place des comités de développement durable qui vont être gérés par vos employés. Vous pouvez encourager des initiatives écologiques ou sociales au sein de l'entreprise. Ça, c'est des bonnes façons de faire. Dernier point, dernier axe en termes de bien-être pour le travail, ça va être l'approvisionnement local. Donc, ça va être un levier pour le bien-être et l'économie locale. L'idée, c'est de tisser des liens durables avec tout votre écosystème local. Ça permet aux employés de voir directement l'impact qu'ils ont sur leurs efforts sur l'économie locale. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une diminution du stress, augmentation de l'engagement des employés, de satisfaction au travail, de bonheur, etc. Et tout ça est relié directement au niveau de productivité de vos employés. Dernier point, c'est bon, on va avoir du temps pour les questions. C'était intégrer une charte éthique. Donc, je vous ai dit tantôt qu'on en reparlera un petit peu plus, là. L'idée d'une charte éthique, ça va être de lutter plus concrètement contre les discriminations au travail. C'est surtout de lutter contre les biais qu'on a puis qu'on ne se rend pas compte qu'on a. Donc, en l'écrivant avec une charte, en le bumpant avec les idées d'autres gens, on va se rendre compte qu'il y a des biais qu'on ne pensait pas qu'on avait, puis que d'autres gens vont dire, ben oui, regarde, moi, je ne pense pas comme ça, j'ai une autre culture, donc ça va arriver avec d'autres idées, puis là, on va les voir, les biais, puis là, on est capable de remettre un peu plus neutre nos politiques qui vont devenir plus objectives que subjectives.
Comment on fait ça? Donc, premièrement, on va réaliser un état des lieux de nos pratiques existantes en entreprise. C'est quoi que vous avez déjà comme pratique? Est-ce que vous en avez ou pas? Comment vous pourriez les renforcer, les bonnes, si vous en avez? Puis, sont où vos limites? Sont où les défaillances? Dans quoi votre entreprise aurait peut-être avantage à se démarquer un petit peu plus? Ensuite, on va définir la charte éthique en tant que telle. Donc, c'est un document qui va mettre de manière exhaustive toutes les procédures, toutes les réglementations et pratiques de votre entreprise, puis les comportements que vous voulez encourager chez vous. Ou à l'inverse, les comportements que vous voulez décourager, les comportements que vous ne voulez pas voir puis qui vont devenir interdits. Fait que ça va être vraiment une liste là, de chez nous, on est comme ça, puis on favorise ça et on ne tolère pas ceci, 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 etc. C'est important que ça touche tous les niveaux de l'entreprise. Ce n'est pas juste les employés en bas de la chaîne qui doivent faire ça. Là, ça doit partir d'en haut en réalité, là, puis après ça, on descend la pyramide. Ensuite, ben, intégrer le bien-être dans les équipes de gestion, dans la gestion. On fait preuve d'exemplarité, donc nos gestionnaires, on s'assure qu'ils vont les implanter. Focus sur la RSA, donc on met des activités qu'on voit. On parlait aussi, là, un bon exemple, si vous voulez mettre l'accent sur l'équité salariale. Est-ce que chez vous, est-ce que vous avez atteint l'équité salariale? Oui, non. Est-ce que c'est à tous les échelons hiérarchiques? Donc, ça pourrait être un point sur lequel vous voulez travailler. Donner du sens à la responsabilité professionnelle, puis communication transparente, ça, c'est toujours un gros morceau. Outils et ressources. Donc, je vous ai mis ici quelques outils. Vous allez voir, je pense qu'on va vous envoyer juste la partie avec ce morceau-là de la présentation d'aujourd'hui, mais vous pourrez aussi en ligne avoir accès à l'autre partie sur l'empreinte environnementale. Il y a beaucoup d'outils sur tout ce qui était développement durable, réduction des gaz à effet de serre et politique de développement durable, comment on fait ça, là. Et là, je vous ai mis juste les exemples de ressources. C'est surtout en économie circulaire qu'il y avait beaucoup de choses que je vous ai classées par des sous-catégories. Donc, différents outils. Il y a beaucoup de Canva, là. Donc, si vous dites que vous voulez implanter l'économie circulaire chez vous, là, bien, refaire votre modèle d'affaires pour travailler un peu, là, vous avez des Canva spécifiquement montés. C'est des proformas là, vides là, qui vont vous aider à le faire chez vous. Si vous avez déjà fait votre business Canva model, vous serez à l'aise à le refaire dans une optique de développement circulaire. Vous avez des documents pour ceux qui veulent faire au niveau de l'approvisionnement circulaire, donc des critères d'élaboration pour avoir de l'approvisionnement circulaire, des guides au niveau des matières résiduelles pour vous aider à réutiliser ou à diminuer vos matières résiduelles, à mieux les gérer. Ici, c'est davantage des outils pour les communautés, donc des guides pour catalyser l'économie circulaire dans votre société. Il y a des trousses aussi pour faire une économie circulaire en région, des guides, des outils, etc. Catégorie suivante, toutes les ressources qui existent, ben pas toutes, c'est pas exhaustif, là, mais une bonne idée des ressources qui existent au Québec déjà, donc Éco-entreprise Québec, Éco-conception économie circulaire, Québec circulaire, qui est un bon morceau aussi. Et vous en avez un paquet en recherche qui sont spécifiques aux villes et aux régions. Et puis, au niveau du financement, différents financements, là, je vous disais, quand vous faites de l'impact social ou des critères ESG, ça va vous donner accès à différentes sources de financement, là. Donc là, vous avez fonds éco-leader, fonds -C+, puis soutien à des projets de symbiose industrielle qui peuvent vous aider là-dedans aussi, là, ils ont des répertoires là, pour aller chercher quel programme existe. Puis à la toute fin du document, bien, vous avez toutes les sources de tout ce que je vous ai dit en prose, un peu plus détaillé en détail si vous voulez aller regarder d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y en est, c'est qui les organismes d'où j'ai pris les sources d'informations.